Allez, je vais aller sur mon interface. Vous avez ici une interface Acronis. Je vais la rafraîchir pour être certain de ne pas avoir perdu ma session. Parfois, je papote trop et je perds ma session. OK, donc dans l'interface Acronis, j'ai un certain nombre de machines ici. Ici, j'ai toutes les machines qui comportent mon lab. Alors, il y en a beaucoup. On va restreindre juste aux machines qui comportent des agents. Ici, j'ai un certain nombre de machines dans mon lab. Sur ces machines-là, eh bien, j'ai mis des plans de protection. Quand je regarde mes plans de protection, je vais dans mes plans de protection, je vais prendre par exemple ce plan-là et je vais venir à droite ici le modifier. Quand je modifie ce plan, j'ai plein de sujets. Un plan de protection Acronis, c'est une stack de différents sujets. À moi de choisir si j'en ai besoin ou pas. Donc c'est assez simple, hein. Je les allume ou je les éteins. Si j'ai besoin de sauvegarde, je l'allume. Si j'en ai pas besoin, je l'éteins. Donc ici, j'ai mis beaucoup de sujets en œuvre. Vous voyez qu'il y en a beaucoup. Pour ce qui nous intéresse sur ce webinaire, j'ai mis en œuvre la sauvegarde. Si je l'ouvre, je vois que je sauvegarde toute la machine dans le cloud Acronis. Et tout en bas, j'ai mis en œuvre le plan de reprise d'activité pour ceux ou ces machines qui sont dans ce plan. Il n'y a pas grand-chose, le reste est en automatique. Ça veut dire que dans ce plan, la machine Adara et la machine Rigel, que j'ai actuellement dans ce plan, non seulement elles sont sauvegardées dans le cloud, mais en plus, j'ai fait créer automatiquement des machines dormantes qui existent dans le cloud Acronis et qui sont en stand-by. Et c'est ce que je vais voir ici. Si je vais dans la partie reprise d'activité, serveur ici, j'ai une liste de machines qui sont toutes les machines qui appartiennent à mes différents plans. Vous avez Adara ici et vous avez Rigel ici de mon plan d'exemple tout à l'heure. Et toutes ces machines sont en statut OK et toutes ces machines sont dormantes dans le cloud Acronis et sont prêtes à démarrer. Ça veut dire que si j'ai le moins de problèmes sur ma production, qu'est-ce que j'ai à faire? Je prends ma machine, je fais basculement et je vais juste demander le basculement. Alors vous voyez ici, petit exemple. Pourquoi il est intéressant de partir des backups? Tout simplement parce que je suis pas obligé de prendre la dernière version de ma machine. C'est pas une synchronisation. J'ai pas synchronisé des données vers une machine dormante, ce qui veut dire que si j'ai une bêtise qui a été faite sur ma prod, elle est synchronisée dans ma dormante. Si j'ai une bêtise qui a été faite au 11 janvier, c'est pas grave. Je prends mon jeu de backup du 10 ou du 9. Et je vais comme ça pouvoir choisir n'importe quel jeu de backup pour redémarrer mon PRA à partir de n'importe quelle version de la sauvegarde. Alors c'est ce qu'on va faire en réalité. Donc pour ça, j'ai ici une machine que on va pour imaginer un client de l'entreprise, un utilisateur, hein, c'est une machine cliente. Imaginons que ce soit Robert. Robert travaille au marketing comme plein de ses collègues et tout le monde a un serveur de fichiers. Donc, mon exemple est un simple serveur de fichiers qui est le 4.10 ici, vous voyez, sur lequel il y a les fichiers de marketing. Les gens peuvent travailler dessus, ils peuvent éditer leurs fichiers. Vous voyez, j'ouvre un PDF, je peux le modifier, je peux enregistrer ce que je veux sur cet espace-là. Rappelez-vous bien de cette IP, c'est la 10.0.4.10 qui est le serveur de fichiers. Quand je regarde dans mes machines de PRA, vous voyez que cette machine-là, elle porte une IP qui est la 4.10. C'est-à-dire que quand j'ai mis cette machine en PRA dans mon plan de tout à l'heure, on a repris automatiquement l'adresse IP de production. C'est très important de voir qu'ici, la machine dormante dans Cloud Acronis porte exactement la même IP que ma production. Je lui ai défini du CPU et de la RAM, c'est vous qui définissez, vous faites absolument ce que vous voulez ici. Et je lui ai défini, c'est pas une obligation, mais je vous encourage à le faire, qui plus est que c'est gratuit, une IP complémentaire que je sais pertinemment libre dans mon LAN. C'est l'IP 4.2, je sais qu'elle sera jamais utilisée, elle est réservée pour ça. La 4.2, en fait, c'est une IP de test. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serveur, à n'importe quel moment, je peux le lancer quand je fais basculement, soit en test, c'est-à-dire avec l'IP 4.2, si je la lance là, eh bien, il n'y aura pas de conflit d'IP, soit je la lance en basculement de production, c'est-à-dire avec son IP de production, la 4.10. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Je vais aller ici, sur mon client, je vais venir créer un incident complet sur la 4.10 pour tomber la 4.10. Alors, ça c'est simple, hein, je vais sur mon hyperviseur, je vais me connecter sur mon hyperviseur et je veux venir créer un incident majeur sur la AVM 4.10. Donc la AVM 4.10, elle est ici, c'est mon serveur de fichier Windows. Je vais venir modifier sa configuration et je vais venir tout simplement déconnecter l'adaptateur réseau, c'est-à-dire que je retire le câble réseau. Hein. Vous voyez qu'ici, il n'y a qu'un seul adaptateur, pas de triche, hein. Je le déconnecte, enregistré. Partie de ce moment-là dans mon histoire, ça veut dire que cette machine, elle a eu un problème majeur. Le disque dur a explosé, elle a brûlé, elle est sous l'eau, elle est juste plus là, elle est complètement out et j'ai aucune manière de la récupérer. Le résultat instantané, c'est que si je retourne sur mon utilisateur, si lui rafraîchit, ben vous voyez qu'il n'y a plus de réponse, il n'y a plus aucune réponse de la part du 4.10, le dossier est vide, il ne répond pas, tout simplement parce que cette machine vient de tomber du réseau. Vous voyez, pas de triche, j'ai vraiment une erreur au niveau du client qui ne répond pas. Et c'est là que va intervenir le PRA. Pourquoi le PRA intervient ici? Parce que c'est le serveur de fichier du marketing et peut-être qu'il fait 50 terrains.
Et si j'ai besoin à ce moment-là de le restaurer, eh bien, j'ai besoin de patienter le temps de restaurer 50 Tera, et pendant ce temps, personne ne travaille. C'est là où intervient le PRA. Je vais venir sur ma machine, la 4.10, je fais basculement, je me mets bien en production, je vais bien utiliser le de production, on va se mettre sur la sauvegarde de ce matin à 8h57, et je fais tout simplement début. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a strictement rien d'autre à faire. J'ai un incident, je prends ma machine de PRA, je fais début. Quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Le Cloud Acronis est en train de faire un certain nombre de choses. Vous avez le suivi ici dans les activités. On crée une nouvelle machine, on lui attache des cartes réseau, on lui monte un disque virtuel, etc., etc. On la démarre, etc. Donc cette machine, elle est en train de démarrer dans le Cloud Acronis à partir du jeu de sauvegarde du 11 janvier que j'ai défini ce matin. Donc ça va prendre un certain nombre de temps. Le temps est un petit peu variable par rapport à la taille de la machine, mais c'est pas la plus grosse variabilité que l'on a ici. On va avoir un temps de démarrage qui est surtout différent suivant l'operating system. Quand je démarre un Linux, c'est plutôt rapide. Quand je démarre un Windows, ça peut être rapide comme ça peut être lent, parce que ça dépend si Windows a besoin au démarrage de passer une update. Ça lui arrive parfois et c'est parfois un peu plus long. Quoi qu'il arrive, démarrer une machine Opera, vous allez voir, c'est 5-6 minutes. C'est à peu près le temps que ça prend. On regardera à la fin combien de temps ça a pris. C'est pas quelque chose de très long. En tout cas, c'est beaucoup plus rapide que d'avoir à restaurer la machine, quoi qu'il arrive. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste démarré sur un hyperviseur qui est dans le Cloud Acronis, une VM sur lequel j'ai attaché un jeu de sauvegarde et j'ai démarré cette VM à partir du backup. C'est pas le plus difficile à faire sur un PRA. Ce qui est par contre difficile, c'est la connectivité réseau. C'est-à-dire comment je vais dire que cette machine, en réalité, elle est dans le LAN côté production. Pour ça, vous avez ici la connectivité. La connectivité, elle permet de gérer tous les tunnels VPN que l'on peut faire. Donc, j'ai opéré ici un tunnel VPN qui est une extension du réseau. Pareil, pour être tout à fait transparent, ce qu'on utilise ici, c'est un protocole OpenVPN en mode bridge. Donc, j'ai bridgé mon réseau. Alors, comment on fait ça? On déploie côté client une virtual appliance Acronis, qui est très simple à déployer. On lui met 2 IP, un DNS, une passerelle et c'est déployé. Et cette virtual appliance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étend le subnet client vers le subnet côté cloud. Alors, comment on fait? On récupère le subnet côté client. Vous pouvez avoir un subnet, comme c'est mon cas, ou plusieurs. On en gère jusqu'à 28, je crois, de mémoire. Donc, vous pouvez avoir plusieurs subnets, plusieurs VLAN. En l'occurrence, dans mon lab, c'est un 10.0.40/24, vous le voyez ici. Et en fait, on va créer exactement le même subnet côté cloud, un 10.0.40/24. Et entre les deux, la virtual cloud, c'est le bridge à travers OpenVPN, à travers un tunnel OpenVPN et deux subnets. Donc, pour prendre un raccourci, je sais que c'est pas tout à fait ça, mais prendre un raccourci, c'est exactement comme si j'avais rajouté un switch entre deux subnets à l'équivalence. Ce qui veut dire que n'importe quelle machine ici ping n'importe quelle machine qui est dans le cloud, et n'importe quelle machine dans le cloud ping n'importe quelle machine ici. C'est tout l'intérêt de ça. Ça veut dire que je peux pinguer à n'importe quel moment mes différentes machines. Allez, on va regarder maintenant ce qui s'est passé sur le serveur. Alors, le serveur doit être en train de démarrer, je pense. Voilà, il est en train de démarrer. Pour faire son suivi, c'est très simple. J'ai une console ici, une console bas niveau, qui est vraiment un IPMI qui me permet de voir ça. Vous voyez que la machine, pardon, la machine est en train de démarrer. Windows a déjà démarré, ce qui veut dire que même si on n'a pas tout à fait finalisé, parce que vous voyez qu'ici on a les phases de finalisation avec une petite erreur dans mon lab. J'ai un petit souci là-dessus actuellement qu'il faudra que je corrige. Mais vous voyez que la machine n'est même pas terminée, mais même si on la finalise, en fait, elle est déjà exploitable. Et si je retourne maintenant sur mon client qui était en erreur et que je lui demande de rafraîchir, bien automatiquement, lui, il a eu rien besoin de faire. C'est complètement transparent, il s'est même pas rendu compte, en l'occurrence. Il retrouve directement son partage, directement toutes ses données, il peut continuer à travailler comme si de rien n'était, sans se rendre compte qu'en réalité, il est en train de travailler dans une machine qui est en PRA dans le Cloud Acronis. Donc le gros avantage de ce montage au niveau de la connectivité réseau, au niveau du VPN, c'est que ça permet d'avoir une totale transparence. C'est-à-dire que comme j'ai étendu le réseau avec le cloud, comme je l'ai hybridé avec le code à travers cet OpenVPN Bridge, comme c'est du pur layer 2, eh bien automatiquement, les deux points de ce réseau se touchent de manière absolument transparente et j'ai pas besoin d'opérer quoi que ce soit quand je passe en PRA, j'ai pas besoin de prévenir mes utilisateurs, j'ai pas besoin de faire n'importe quelle action, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton basculer. Le problème est réglé, mes utilisateurs continuent à travailler et moi, j'ai tout mon temps en tant qu'admin pour réparer ma production qui est tombée. Allez, on va regarder si ça a fini de basculer. Je vais ici, vous voyez que le basculement est terminé, d'accord? Là, tout est opéré côté activité, tout est au vert. Le basculement a mis
4 minutes, hein, vous le voyez ici. Ça veut dire qu'entre mon moment où j'ai eu ma rupture totale de service et le moment où les gens continuent à travailler, il y a une espace de 4 minutes, ce qui est très intéressant et c'est là où le PRA a un gros avantage. Alors, quand on regarde ce PRA, j'ai ici deux choses. Premièrement, c'est pas parce qu'une machine en PRA qu'il ne peut pas y avoir de choses malveillantes ou qu'il ne peut pas y avoir de suppression accidentelle ou d'erreur de la part des utilisateurs. Donc, ça veut dire que c'est une machine tout de même qu'il faut protéger. Et sachez qu'avec n'importe quelle machine de PRA, automatiquement, on attache un plan de sauvegarde qui est d'office avec cette machine, qui est de sauvegarder cette machine une fois par jour avec une rétention maximale d'1 mois. Vous pouvez changer ça à loisir, hein, si vous voulez plus de fois par jour, si vous voulez plus de rétention, vous le changez comme bon vous semble. Mais sachez que d'office, les machines d'opéra sont également backupées pour être certain de ne pas perdre de données quoi qu'il se passe. Puis imaginons que maintenant j'ai réparé ma production ou j'ai tout simplement acheté un nouveau serveur, eh bien je peux aller sur restauration automatique et d'office, eh bien vous voyez toutes les actions qui sont menées automatiquement pour vous, hein. Vous avez ici une explication du fonctionnement, hein, comment on fait la planification, comment on fait le transfert de données, comment on fait le basculement, comment on fait les validations, hein, les 4 grandes étapes. Et à part choisir ma destination, je peux dire ici, je choisis de faire mon failback vers une machine physique ou virtuelle. Là, j'ai choisi une physique. Je veux sur tel hyperviseur, en l'occurrence, moi, c'est un VMware. Vous pourriez choisir, par exemple, un Hyper-V. Tel agent, ma machine de destination, ma VM de destination, je veux qu'elle ait telle capacité de ressources sur tel data store avec tel type de provisionnement. Et puis après, je fais démarrer et tout se fait automatiquement pour moi, sans que j'ai besoin d'opérer manuellement chaque étape. Gros intérêt du failback. Et puis pour terminer avec cette présentation, on a également, je vous dis tout à l'heure qu'il y avait un orchestrateur. Cet orchestrateur se trouve ici, ce sont les runbooks. Je vous ai fait un petit runbook en exemple, mais juste pour imager ça et pour la compréhension. Quand je prends ce runbook et que je fais modifier, qu'est-ce que je dis dans ce runbook? Je dis d'abord, il faut lancer mon serveur Rigel, qui est mon serveur de base de données, mon MariaDB. Une fois que tu as lancé Rigel, eh ben, tu vérifies qu'il ping correctement et ensuite j'arbitre, est-ce qu'on continue ou pas s'il ping ou pas. Moi, j'ai dit que de continuer si jamais, de continuer uniquement s'il ping, sinon il ne continue pas. Donc je lance Rigel, mon MariaDB, puis derrière, je vais lancer Hadar, qui est mon serveur Apache, dans lequel je peux lancer mes deux serveurs dans le bon ordre et je peux continuer à lancer mon workload. Pareil, je vais arbitrer si je ping ou pas et s'il continue. Puis tout à la fin, je me suis juste mis une petite note parce qu'on vient de basculer en PRA. Ce sont des choses à pas oublier. Quand on bascule en PRA, souvent, il y a beaucoup de stress. Donc, c'est intéressant de ne pas oublier certaines choses, notamment les choses importantes. Et là, je lui dis, voilà, on est passé en basculement, il faut prévenir telle personne à tel numéro de téléphone. L'intérêt du runbook, c'est que pour opérer, là, j'en ai mis que deux, je pourrais en mettre 10, 15, 20. Hein. Pour opérer un runbook, j'ai juste à prendre le runbook et à faire exécuter si j'ai un problème majeur. Donc ça, c'est l'intérêt de l'orchestration. Je peux même mettre des runbooks dans des runbooks dans des runbooks, donc on peut faire des choses assez complexes avec l'orchestration pour lancer tout ça de manière automatique. Voilà pour cette présentation. Il y a évidemment plein d'autres éléments de détail dans le PRA. Je vais maintenant passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande, est-ce que cela s'adresse, donc c'est un spectateur anonyme, est-ce que cela s'adresse uniquement au serveur ou peut-on penser au laptop? Alors, pour être tout à fait transparent avec vous, moi, j'ai aucun problème, et techniquement, j'ai déjà essayé, ça fonctionne très bien, à virtualiser du Windows 10, du Windows 11, etc. Pas de problème là-dessus. Par contre, n'oubliez pas une chose, vos licences Workstation Microsoft ne vous permettent pas de faire ça. Une licence Workstation ne peut exister qu'une seule fois. Alors qu'une licence serveur a le droit d'exister 2 fois à partir du moment où la deuxième itération de cette licence est faite pour des besoins de PRA. C'est une des grosses différences entre les licences serveur et les licences workstation. Donc, pour résumer, d'un point de vue technique, c'est possible. D'un point de vue licence, ce n'est pas autorisé. Alors, j'ai un spectateur qui me dit qu'en est-il des hyperviseurs KVM et des VM dessus? Alors, on pourrait les traiter, les KVM, mais on va les traiter comme des machines physiques. C'est-à-dire qu'on va vous demander de mettre un agent dans la VM qui est hébergée sur votre KVM. Vous allez pouvoir mettre cette VM en PRA vers Acronis et le failback se fera comme sur une machine physique. C'est-à-dire que vous allez mettre une VM, vous allez démarrer sur une ISO de boot Acronis qui permet d'opérer la connaissance de cette machine et justement de pouvoir faire le failback sur cette machine. Donc, c'est possible, mais c'est géré comme des machines physiques. Alors, le failback compatible SQL Server, oui, David, qui me demande ça. Oui, oui, on l'a déjà opéré. Le failback est effectivement compatible serveur SQL.
Alors, le tunnel VPN, Thomas qui me demande, le tunnel VPN monte-t-il automatiquement quand on lance le basculement? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le tunnel VPN, il est monté en continu. Vous avez d'ailleurs des alertes s'il tombe, hein, pour vous prévenir. Le tunnel VPN doit être monté en continu. Il n'est pas monté uniquement au moment du basculement. Il est monté dès que vous mettez en œuvre la virtual appliance qui vous permet de monter ce tunnel. Si on parle de cette virtual appliance. David qui dit, pourriez-vous nous expliquer le fonctionnement d'EDR? David, c'est pas le sujet de ce webinaire, hein. Je pourrais pas placer EDR en même temps que cette présentation, et puis c'était pas le sujet. Donc, rapprochez-vous de votre attaché commercial. On va bientôt faire une présentation sur EDR. Je vais bientôt animer un webinaire. C'est une conférence virtuelle sur EDR. Rapprochez-vous. On a une date qui arrive, il me semble, je suis pas certain, il me semble que c'est sur février ou mars, un des deux. Alors, dans le cadre d'une attaque, mais Jérôme qui me dit, dans le cadre d'une attaque massive où toute l'infrastructure est down, inclut l'application virtuelle pour le VPN, est-il possible d'avoir une IP publique chez Acronis pour monter le VPN site à site avec un firewall physique sur un site client? Absolument, Jérôme, c'est possible, c'est une excellente question. Je vais vous montrer ça. On a deux manières de le faire quand on a une attaque majeure où toute l'infrastructure tombe. Je vais même reprendre ça, je vais aller un petit peu plus loin. Imaginons, ici, ça veut dire que si je prends votre raisonnement, on a une attaque majeure et tout tombe, y compris la virtual appliance, ce qui veut dire que ce tunnel tombe. Imaginons que tout le site local brûle. Il n'y a strictement plus rien ici. J'ai toujours mon network, j'ai toujours mon subnet qui fonctionne côté Cloud Acronis. J'ai toujours mes machines, donc potentiellement je peux les lancer et elles se pingent entre elles. Simplement, j'ai plus rien ici. Alors vous avez deux façons de faire. La façon la plus simple, c'est que j'ai déjà ici un point de connexion qui est un point de connexion OpenVPN. Il existe toujours. Tout le reste est tombé, mais mon point de connexion OpenVPN, ici, il existe. Je peux venir ici, activer le point site, télécharger le fichier de configuration OpenVPN que vous voyez ici, et mes utilisateurs qui sont maintenant, imaginons que le site a brûlé, ils sont chez eux, ils sont dans un hôtel ou peu importe, avec une connexion 4G ou autre, eh bien, ils ont juste à nourrir leur client OpenVPN avec ce fichier de configuration, et ils vont pouvoir se connecter sur la path one du cloud à travers mon point de connexion OpenVPN ici. Donc, avec ça, on peut complètement ne pas passer par l'appliance VPN et l'interconnexion site à site. Et ça peut, comme vous le voyez ici, fonctionner en parallèle. C'est-à-dire que je peux avoir des gens connectés au site à site, comme en même temps, je peux avoir des gens connectés au point à site. Donc c'est un des sujets. Après, on peut mettre en œuvre IPsec pour faire une IP publique et se connecter dessus. Alors on parle IP publique et se connecter dessus, mais l'IPsec va être en remplacement de ça. Donc ça veut dire que je vais avoir des connexions IPsec, hein, ici, qui vont dire mon appliance frontale IPsec va pouvoir initier un tunnel vers le cloud. Mais ça offre, c'est un peu plus complexe parce que, un, ça oblige à avoir des IP publiques. Deux, ça oblige d'opérer un NAT. Hein. IPsec est layer 3. Donc, il oblige d'opérer un NAT, ce qui veut dire que j'ai un subnet qui va être différent entre ma production et mon cloud. Et dès lors, ma machine de production qui est exécutée dans le cloud va porter une IP différente que celle qui est exécutée réellement en production. Et c'est là où IPsec rajoute de la complexité quand on fait du PRA. À mon sens, le plus simple pour ce que vous voulez faire en termes de scénario, c'est le point site. Voilà, Jérôme, pour répondre à votre question. Alors, Thomas qui me dit, si on fait un runbook, on doit passer par le runbook et pas par le basculement. Non, Thomas, vous pouvez faire les deux. Hein. Quand je fais un runbook, je peux très bien lancer le runbook. L'idée, c'est d'ordonnancer, de lancer toutes les machines les unes après les autres dans le bon ordre. Mais si je veux lancer une de ces machines manuellement, je peux le faire sans aucun problème. L'un n'empêche pas l'autre. Julien qui me dit que se passe-t-il si on perd la prod et l'appliance VPN avec? Ben, je pense que je viens de répondre juste avant sur ce scénario-là, Julien. On peut passer par le point site pour justement bypasser ces sujets-là. Alors, Emmanuel qui me dit, bonjour, pour le mappage du LAN entre le on-premise et les VM dans le cloud, faut-il un agent quelque part qui gère cela? Oui, il faut une virtual appliance. Hein. Je peux vous la montrer, cette virtual appliance. Hop, je vais retourner ici. On va aller sur mon OSX. Voilà. En fait, qu'est-ce qui m'a permis de faire ça dans ma démonstration? C'est une virtual appliance qui est sur mon OSX, que vous allez voir ici. Alors, c'est pas celle-là, pardon. Voilà. C'est une virtual appliance sur mon OSX qui est celle-là qui vous est fournie par Acronis. Et cette virtual appliance, vous voyez, c'est bundlé, c'est un Linux. Automatiquement, vous avez quelques IP à fournir ici et on va opérer directement le tunnel que vous voyez ici entre virtual appliance et le cloud. Donc, c'est cette VA qui permet d'opérer ce tunnel VPN et de pouvoir faire exactement ce que je viens de vous montrer sur ma démonstration. Alors, y a-t-il une possibilité de voir la configuration de l'appliance VPN? Il n'y a pas grand-chose en configuration, c'est vraiment une appliance, hein, Alain.
vous avez deux IP à fournir, une IP pour le point de connexion côté LAN, une IP pour le point de connexion côté cloud. Vous avez besoin de fournir un DNS et une gateway, et puis c'est tout. Pas grand-chose d'autre. Ici, vous pouvez gérer plusieurs VLAN hein, sur l'appliance. Si vous avez plusieurs VLAN, on sait étendre plusieurs subnets. Plusieurs VLAN ou plusieurs, même LAN, hein, c'est pas forcément des VLAN. Alors, Alexandre qui me dit, quid de Active Directory? Je crois que l'on doit avoir un live dans l'infra DRP. Alors, ouais, Active Directory, c'est plus compliqué parce qu'il a la notion de rejeu, il peut être un peu plus complexe. Pour Active Directory, on va plutôt fonctionner différemment. On va plutôt aller dans les serveurs ici. Alors, il y a un volet que je ne vous ai pas présenté ici, qui est les serveurs primaires. Les serveurs primaires, ce sont des serveurs qui n'existent que dans le cloud Acronis. Je peux donc avoir un Active Directory qui existe dans le cloud, qui fait partie de ma forêt d'AD, et qui se synchronise forcément par défaut avec l'AD côté local. Donc, j'ai pas besoin de faire un PRA. Mon AD, il existe dans le cloud, il existe en local, les deux se synchronisent à travers tunnel VPN, et si l'un tombe, bien l'autre prend le relais. C'est le gros intérêt de pouvoir avoir ces serveurs primaires. Il y a d'autres sujets qu'on peut faire qui sont un peu plus complexes, mais je peux dire, je peux faire du PCA, c'est-à-dire des plans de continuité avec ça. Je peux très bien avoir dans le cloud Acronis une machine qui n'existe que dans le cloud, qui a un SQL Server, Always On. Je peux avoir un SQL Server Always On en local. Je peux avoir donc dans mon Always On un pied dans le cloud et un pied en local, les deux se synchronisent, et si je perds l'un, l'autre prend le relais de manière instantanée. Donc, j'ai pas de perte de service en réalité. Donc, on peut aussi faire ça avec des serveurs primaires. On va plus vers le PCA, mais c'est un des sujets qui permet de répondre à Active Directory. David qui nous dit compatible également avec Oracle. J'ai jamais essayé avec Oracle, David. Je peux pas vous dire. A priori, je vois. Ça dépend sur quoi tourne Oracle. C'est toujours un peu compliqué. Est-ce qu'il tourne sur Windows ou sur Linux? Il va y avoir la notion de snapshot et le fait de backuper correctement Oracle. Le problème, c'est que s'il tourne sur Windows, on va pouvoir snapshotter qu'un VSS. Oracle en fait un. S'il tourne sur Linux, on va plutôt, ou si le DBA l'oblige, hein, on va plutôt passer par Airman pour faire une backup propre de la base, ce qui veut dire que quand on met en PR1, on va être obligé de faire le processus de restauration avec Airman pour restaurer les données. Mais potentiellement, c'est un peu plus complexe, mais je vois pas de blocage technique qui empêcherait ça. Alors, Adrien qui me dit, peut-on reprendre uniquement les données dans le PRA, on réinstalle un serveur, on bascule un PRA pour avoir une contingée, et après, en validation, on récupère les données. Oui, on peut également faire ça. Vous pouvez, je vois pas trop l'intérêt honnêtement, Adrien, mais vous pouvez avoir un nouveau serveur, avoir le précédent qui a été basculé en PRA, et puis restaurer la donnée du PRA vers le nouveau serveur. Mais utiliser le fallback, hein, c'est exactement ce que fait le fallback. Quand c'est un nouveau serveur, le fallback, eh ben, il va prendre toutes les données du PRA, il va les restaurer vers le nouveau serveur. Donc, il y a peu d'intérêt de passer par une restauration classique. David, oui, qui m'a précisé après, oui, il fait le back compatible avec les bases de données Oracle sur Linux. Oui, c'est toute la complexité sur Linux. Je pense que ça passera avec Herman. Donc, le processus de PRA, il va être un petit peu plus long parce qu'il va falloir faire la restauration à travers Herman. Alors, Alexandre qui me dit par expérience, il n'aime pas trop repartir à froid. Excusez-moi, Alexandre, j'ai pas fait le suivi, donc je sais pas de quoi vous me parlez. D'un backup, peut-être c'est à propos d'Oracle. C'est possible. Désolé, j'ai pas suivi le début du message. En tout cas, je me rappelle pas. Euh, alors, Maxime Kini, lors d'une restauration d'une VM avec Windows 2022, la VM n'a pas voulu démarrer. Un incident indiquant qu'une récente planification pourrait être en cause. L'incident, le VHDX, attendez, les VHDX ont bien été mises en taille fixe. Recommandation 1. Oui, ça a été corrigé depuis lors. Il y a eu un problème dans le DR avec Windows 2022. Depuis lors, ça a été corrigé, je pense, Maxime. C'est quelque chose qui date un petit peu comme problématique. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Hervé qui me demande, si on démarre en mode test avec une autre IP, qu'en est-il de la DNS? Eh bien, la DNS va pas marcher puisque votre enregistrement A de votre DNS va aller sur une autre IP. Donc, effectivement, ça ne marcherait pas. Il faudrait, en l'occurrence, changer l'enregistrement DNS pour aller sur la bonne IP. Mais ça reste du test. Euh, c'est une façon de faire. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. Euh, on change l'IP. Donc, toutes les couches DNS, forcément, bah, si elles pointent vers l'IP de production, ce qui est un peu le but, hein, iront pas sur l'IP de test. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Christophe qui me dit basculer une sauvegarde en PRA. Peut-on basculer une sauvegarde en PRA? Oui, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai pris la sauvegarde de ce matin et je l'ai basculée en PRA. Peut-on restaurer depuis une sauvegarde une machine qui est en PRA? Oui, oui, on a un backup qui permet de restaurer une machine en PRA. C'est tout à fait le cas, Christophe. Alors, il y en a qui me dit, si on change le système d'exploitation Windows 2012 et on installe un Windows 2019, le PRA marche sous forme d'image disque, hein, ce qui veut dire que on prend l'image du système d'exploitation. Quand on a, par exemple, une machine en production en Windows 2012, la machine qui va être en PRA sera l'image complète, c'est-à-dire y compris le Windows 2012. Et quand on fait un failback, ce failback va être complet, c'est-à-dire y compris le Windows 2012. Il n'y a pas de réinstallation en soi. C'est la même chose sur un Windows 2019. Si en production j'ai un 2019, en PRA j'aurai un 2019, en fallback j'aurai un 2019. C'est la chaîne complète. On ne traite pas de la réinstallation ou de la reconfiguration de l'operating system quand on fait ça. On prend une image disque et on restaure des blocs de données. Donc on s'affranchit complètement de toute la partie application, operating system, etc. Donc il n'y a pas de conversion ou de changement d'operating system possible. Voilà, je vois pas d'autres questions. Je vais faire un tour dans le chat. Quelques questions dans le chat. Je ne sais pas si c'est les mêmes. Alors, on me dit, bonjour, est-ce qu'il serait possible d'avoir un enregistrement de ce webinaire? Oui, oui. Comme à chaque webinaire, il est enregistré. Vous allez le recevoir en même temps que les PDF que je vous ai présentés. Vous allez recevoir cet enregistrement pour le passer à des collègues qui n'auraient pas eu la possibilité de le suivre ce matin. Alors, là, c'est des questions que j'ai déjà traitées dans le chat. Est-ce que j'en vois d'autres? Je vois pas d'autres questions. Ok, pas d'autres questions. Oui, j'ai des demandes. On me demande mon email pour m'envoyer des questions. C'est très simple, c'est mon prénom et mon nom, grégory.laroche@acronis.com. Et vous pourrez me poser vos questions avec grand plaisir. Voilà, j'ai pas d'autres questions. On a un petit peu dépassé l'horaire qui nous était attribué, mais c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Tenez-vous informés. On fait très souvent des webinaires sur plein de sujets différents. Vous avez vu, la solution dans le slide est très très large. Il y a beaucoup de choses. N'oubliez pas, s'il vous plaît, avant de partir, je vais lancer un sondage. Si vous aviez la gentillesse d'y répondre, voilà, il devrait s'afficher sur vos écrans. C'est très pratique pour nous. Donc, merci de prendre les quelques secondes qu'il faut pour répondre à ce sondage. C'est juste une question, pas plus que ça. Donc, merci à vous. Voilà, vous devriez le voir apparaître sur l'écran maintenant. Merci à tous. On se retrouve très bientôt. Je sais plus, j'ai plus en tête quel est le prochain webinaire qu'on fait. Tenez-vous informés là-dessus et je vous dis à très bientôt et une bonne fin de journée. Merci à tous.